Le Covid-19 s'est échappé d'un labo. Mais non, il est propagé avec les antennes 5G. Mais non, il a été fabriqué par l'homme pour en faire une arme bactériologique. C'est donc juste les politiques qui nous cachent le traitement pour nous forcer à acheter un vaccin. C'est donc Macron et Bill Gates qui sont aux manettes en secret. C'est notre projet! Ou alors, ce serait un coup des Chinois, ou des Américains, des Israéliens, des Pangolins. Évidemment, tout ça, c'est n'importe quoi. Et pourtant, vous les voyez passer toute la journée sur vos réseaux sociaux. Il y a même des millions de personnes qui croient à ce genre de théorie. Et il faut bien le dire, nous-mêmes, on commence parfois à douter, et on a presque envie d'y croire un peu. La situation est tellement préoccupante que l'Organisation mondiale de la santé parle désormais d'infodémie pour désigner ce phénomène. A dangerous epidemic of misinformation. Mais pourquoi ? Pourquoi autour de cette pandémie assiste-t-on à une explosion de mensonges et de fake news ? You are fake news. Pourquoi le Covid-19 est-il devenu le carburant de la machine à fantasmes complotistes ? It's the reality. Et vous allez voir que notre cerveau et nos a priori y sont pour beaucoup. Tout d'abord, il est important de noter que ce déferlement de théories du complot n'est pas une surprise, comme nous l'explique Rudi Reichstadt, le fondateur de Conspiracy Watch. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui serait étonnant, c'est que cette pandémie ne suscite pas et ne génère pas des théories du complot. À travers l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des grandes épidémies, il y a eu des récits complotistes qui les ont accompagnés. Toutes les grandes épidémies ont charrié avec elles des fantasmes, des théories du complot. C'était vrai de la peste noire, c'était vrai du choléra au XIXe siècle, c'était vrai de Zika, du sida, de la grippe H1N1, etc. Donc, c'est assez classique. Et c'est assez classique parce que quelque chose qui nous frappe comme ça et qui tombe un peu du ciel, c'est-à-dire qui est le fruit du hasard en fait, c'est quelque chose de très angoissant. Une théorie du complot, en réalité, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il faut des ingrédients pour l'élaborer. Et dans le cas de cette pandémie, eh bien, elle coche absolument toutes les cases. Premier ingrédient, nous sommes face à un problème qui touche à la santé, et donc tout le monde, jeune comme vieux, riche comme pauvre. Par essence, c'est très concernant. Les épidémies et les maladies ont à voir avec la vie et la mort. C'est avec des choses qui sont les plus intimes. On est tous concernés, puisque on est concerné dans notre corps, dans le corps de nos proches. C'est normal en fait que ça suscite ce type d'explication et ce type de besoin en fait psychologique. Deuxième ingrédient, c'est une maladie nouvelle qui nous tombe dessus brusquement et sans explication. Et du coup, ça fait peur. Troisièmement, c'est une épidémie qui arrive d'un pays lointain, que l'on ne comprend pas très bien et que l'on ne connaît pas très bien. Quatrième ingrédient, on n'a pas de solution, ni pour la maladie, ni aux conséquences de la maladie, et notamment le confinement. La majorité de la population mondiale est enfermée chez elle depuis 2 mois. Cinquième ingrédient, comme dans tous les bons films à suspense, il faut un grand méchant qui a un intérêt à ce que cette maladie se développe. Et dans le cas du Covid, il n'y a que l'embarras du choix. L'industrie pharmaceutique, rebaptisée Big Pharma par les conspis, les Américains, les Chinois, les Israéliens, Bill Gates. Et le pire, c'est que chacun retrouve l'ennemi qui lui convient en fonction de ce qu'il croit déjà. Et à chaque fois, ça tombe dans le mille. Et la dernière pièce du puzzle, eh bien, ce sont les complices du mensonge, les complices de la manipulation. Les journalistes et les mass médias. Il n'y a pas de théorie du complot qui fonctionne sans la complicité des journalistes. Mais la recette de cuisine n'explique pas tout. Vous allez voir que l'on y croit aussi un peu au moins parce qu'on a envie d'y croire.
Ces théories du complot sont bien pratiques quand on ne sait rien et que l'on a légitimement peur. Les théories du complot, elles nous rendent un service psychologique en nous consolant, en nous rassurant. Elles nous disent « Ne t'inquiète pas, ce virus, c'est le fruit des agissements malveillants, maléfiques d'un petit groupe d'individus. Il suffit de neutraliser ces gens-là, voire de les éliminer, pour éliminer le problème. » C'est terrible, mais quand on ne sait rien et qu'on s'arrache les cheveux pour essayer de comprendre, une bonne théorie avec un gros méchant, c'est plus rassurant. Et d'un coup, on va mieux. Rien n'est pire que l'incertitude, surtout face à une menace. C'est humain. Ça permet de désigner un coupable quand on n'en a pas. Et ce coupable, il va canaliser notre peur et aussi notre ressentiment. Au-delà de leur côté pratique, les théories du complot actionnent les mécanismes de notre cerveau qui attisent notre curiosité. Une envie irrépressible d'avoir une réponse à nos questions, même quand c'est pas la bonne. C'est ce qu'explique très simplement le sociologue Gérald Bronner. Il y a d'abord deux ingrédients fondamentaux. Premièrement, ça peut sembler banal, mais un effet d'implication. C'est-à-dire, il faut que l'information nous intéresse. C'est-à-dire, si le prix du beurre, je sais pas, en Australie est multiplié par 3, c'est pas vraiment une information qui nous intéresse a priori. Sauf si ça nous met dans un état d'incomplétude cognitive. Par exemple, il y a un site qui va dire « Vous ne devinerez jamais pourquoi le prix du beurre ». Alors là, effectivement, il peut y avoir un effet d'implication parce que c'est ce qu'on appelle l'incomplétude cognitive. Je vais avoir tendance à vouloir remplir le trou que l'énoncé a créé. Évidemment qu'une pandémie qui pourrait nous toucher, qui pourrait toucher nos proches, crée un effet d'implication. Il faut qu'il y ait une incertitude. Les deux ensemble, effet d'implication et incertitude, généralement mécaniquement, créent de la croyance. Je vous résume donc. Quand on a peur et que ça nous concerne, on est tout de suite beaucoup plus réceptif au discours de ceux qui prétendent avoir une solution. From the day an airplane arrived carrying this plague to the moment when mankind stood on the precipice of destruction. L'un des autres facteurs qui est souvent mis en avant par les spécialistes pour expliquer le côté attractif des théories du complot, c'est qu'elles sont séduisantes, qu'elles font appel au code des grands films à suspense. Ce qui fait l'efficacité d'une théorie du complot, c'est effectivement son effet de dévoilement. Je vais vous prouver, vous montrer ce qu'on vous cache. Pour cela, ces théories utilisent une technique pour convaincre qu'on appelle le millefeuille argumentatif. On accumule tout un tas d'arguments, parfois empruntés à des champs très variés de la connaissance. On vous dit mais tout est vérifiable, ce sont des faits, et on tord les choses par exemple en surinterprétant ou en interprétant à côté de la plaque un document qui est authentique, un brevet par exemple, en vous disant vous voyez c'est la preuve que ce coronavirus a été créé en laboratoire, il a été inventé par l'Institut Pasteur ou autre. Simplement on lit de travers, le spectateur se dit mais tout ne peut pas être faux, il n'y a pas de fumée sans feu. En gros, on vous noie sous une multitude d'arguments, d'éléments. Et résultat, on n'y voit plus clair. On commence à douter. Et ce millefeuille argumentatif, il s'appuie sur ce que l'on appelle des biais cognitifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre cerveau nous joue des tours. Que notre pensée n'est pas une ligne droite. Elle circule sur différents chemins, prend des détours. Et du coup, nous avons tendance à tirer des conclusions d'une certaine manière. On dit que notre pensée est biaisée. Et hélas, ça va parfois nous induire en erreur. Mais ne vous en faites pas, c'est totalement normal. Voici quelques-uns des plus importants de ces biais cognitifs. Le plus connu, c'est le biais de confirmation. C'est tout simplement le biais qui va me conduire à aller chercher plutôt des informations qui vont dans le sens de mes attentes, plutôt que des informations qui les contrediraient. Ça, c'est extrêmement documenté. On sait qu'Internet amplifie l'empire de ce biais de confirmation. Évidemment, ça veut dire qu'en général, ça fait que les individus tendent à s'enfermer dans leurs propres convictions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ces convictions, mais en général, qu'elles soient vraies ou fausses, ils vont avoir tendance à s'enfermer dans leurs propres convictions. S'ils sont persuadés, par exemple, que le virus a été développé dans un laboratoire, et pourquoi pas un laboratoire chinois, eh bien, grâce au moteur de recherche, ils vont facilement trouver des dizaines de propositions intellectuelles allant dans ce sens-là et qui vont être éventuellement très convaincantes. Ensuite, il y a le « à qui profite le crime ». Un autre biais qu'on a évoqué, qui est très drôle, entre guillemets, dans cette affaire, c'est le qui prodesse, qui bono, à qui profite le crime.
Alors c'est très drôle parce qu'en l'occurrence, une pandémie, ça profite à personne, hein, véritablement. Enfin, il y a toujours des acteurs qui vont vendre des masques, qui vont s'en sortir un peu mieux que d'autres, mais grosso modo, pour les nations en tout cas, toutes les nations vont être sévèrement ou presque toutes sévèrement touchées, soit directement par les morts, soit aussi, bien sûr, par les impacts économiques. Et comme l'économie est interreliée, tout le monde va sombrer dans une forme de crise qui est pas, il n'y a pas besoin d'être Nostradamus, elle est déjà là. On peut aussi citer le biais de proportionnalité. On a du mal à imaginer que quelque chose d'aussi petit qu'un virus microscopique puisse créer puisse avoir des conséquences aussi fantastiques, c'est-à-dire le confinement d'une fraction considérable de l'humanité aujourd'hui. Et donc, on cherche quelque chose d'au moins aussi équivalent, ou un complot, quelque chose d'extraordinaire, quoi. Voilà. On se dit, c'est pas possible que un seul tireur isolé, Lee Harvey Oswald, ait pu assassiner le président des États-Unis. De la même manière, on se dit, c'est pas possible que 19 pirates de l'air islamistes aient pu créer le plus grand attentat, le plus meurtrier de toute l'histoire du terrorisme international. Ben là, c'est pareil. Ils cherchent tout de même des explications qui aillent au-delà de la simple, disons, affaire du hasard. Pas de hasard. En effet, notre cerveau a tendance à refuser cette possibilité très angoissante. Il voit bien souvent des intentions quand il n'y en a pas. Et des gens qui croient qu'il n'y a pas de hasard à cette pandémie, eh bien, il y en a de plus en plus. La preuve, avec un récent sondage. De la chauve-souris et l'autre proche du pangolin. Mais dans cette étude, les scientifiques sont sûrs à propos d'une chose, ce virus n'a pas été fabriqué intentionnellement ou pas dans un laboratoire. Une théorie complotiste qui a fait florès sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Un sondage est venu donner un éclairage chiffré à la réalité que nous vivons. Nous avons contacté celui qui a piloté cette étude. Dans ce sondage, on a demandé de quelle opinion les sondés se sentaient le plus proches. La première question, c'était ce virus est apparu naturellement, comme le confirme le consensus scientifique. Là, on a une majorité des gens, quand même, qui adhèrent à cela. Ensuite, il y a l'idée que ce virus a été fabriqué en laboratoire intentionnellement. On est là sur quelque chose comme 17% en moyenne. Ensuite, il y a l'idée que le virus a été fabriqué en laboratoire, mais accidentellement. Là, on est sur 9%. Donc 17 plus 9, ça fait 26, ça fait un quart de la population. Et après, il y a l'idée que ce virus n'existe même pas. C'est-à-dire vraiment une sorte de négationnisme par rapport au Covid-19. On est à 1 ou 2%. Aux États-Unis, on n'est pas sur 26%, on est à 29%, mais là aussi, la différence n'est pas énorme, 3% avec les marges d'erreur. Et donc on peut pas en tirer des grandes leçons en disant on serait moins complotiste que les Américains là-dessus. On l'est à peu près autant en réalité. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la variable la plus prédictive sur ce sujet-là, c'est la variable politique. L'enseignement majeur, principal de cette enquête, c'est la surreprésentation des sympathisants du Rassemblement national. Là, on a clairement les sympathisants RN qui se distinguent par rapport au reste. L'imaginaire complotiste influence une fraction importante, en fait, de la société. C'est pas du tout négligeable. C'est pas 5% ou moins de 10% de la population. C'est un Français sur 4. C'est pas rien. Et la nouveauté, c'est que certains responsables politiques ont senti la tendance. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. J'ai même, je crois, été la première. Pire, ils ont choisi de s'en emparer. Vous expliquez, Marine Le Pen, que le gouvernement ment absolument sur tout, c'est ce que vous venez de dire. Ce week-end, il y a eu une étude de l'IFOP qui a été publiée et qui montre que 40% des sympathisants de votre parti et du Rassemblement national pensent que le coronavirus a été fabriqué volontairement en laboratoire. Est-ce que vous êtes de ces 40%? Non, mais que des gens s'interrogent pour savoir si ce virus est d'origine, entre guillemets, naturelle, ou s'il ne peut pas avoir échappé d'un laboratoire, est une question qui me paraît être une question de bon sens. Enfin, est-ce que c'est votre cas? Non, moi je n'ai aucune opinion sur ce sujet. En l'occurrence, dans ce sondage pour vos sympathisants, c'est volontaire, ce ne serait pas accidentel. Hein. Oui, mais encore, je ne crois pas à ce sondage. Excusez-moi, je n'y crois pas. Voilà, je vous le dis très clairement et très simplement. S'agissant de cette théorie du complot selon laquelle le virus aurait été fabriqué en laboratoire, on est à 55% chez les sympathisants de Marine Le Pen, et c'est le seul parti
pour lequel cette théorie du complot est au-dessus de la moyenne. L'idée est majoritaire chez les sympathisants du Front National. Oui. On a 40% qui pensent que ça a été fabriqué intentionnellement en laboratoire, plus 15% qui pensent que ça a été fabriqué en laboratoire et accidentellement. Donc 40 plus 15, ça fait 55. Donc la majorité des sympathisants de Marine Le Pen, sont dans l'idée que c'est artificiel. Le souci, c'est qu'elle n'est pas la seule à diffuser ces mensonges. C'est une évidence en fait. Au-delà des politiques, des artistes, des personnalités se sont mis à relayer ces théories via leurs réseaux sociaux, leur donnant une ampleur inédite. Il y a même des scientifiques qui jouent ce jeu-là. En l'occurrence, un prix Nobel de médecine. On fabrique ça en laboratoire. On veut fabriquer un vaccin contre le VIH. Bon. Comment après ce vaccin il sort? Le virus est produit par le laboratoire chinois qui l'a trouvé ou bien d'autres laboratoires. Comment de la fabrication d'un vaccin contre le VIH on arrive à une pandémie mondiale? Umberto Eco disait les réseaux sociaux ont donné à des légions d'imbéciles la possibilité d'avoir un droit de parole aussi important qu'un prix Nobel. Et là, depuis quelques jours, ce qui nous arrive, c'est qu'on a un prix Nobel qui prend la tête de ces légions d'imbéciles et qui se comporte comme eux. Je sais pas, je suis prix Nobel et je dis que le coronavirus et le sida ont la même source. Pour ceux qui connaissent pas, ils vont se dire, le mec, il est prix Nobel, pourquoi est-ce que je vais pas le croire? Dans l'état actuel de la connaissance, même si la question n'est pas définitivement tranchée, parce que le génome a été séquencé, il est très probable que, en effet, ce virus vienne tout simplement du monde naturel. Mais les gens célèbres ne sont pas seuls. Des inconnus aussi décident de parler de ces questions. Et ils ont, eux aussi, une audience énorme. L'heure est grave. L'heure est très grave. On nous dit la vérité. Quand j'allume ma télé, je suis pas si sûr. Ils sont chez eux, dans leur salon, sur leur terrasse. Ils parlent une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois par jour. Ils parlent pendant des heures, longtemps, très longtemps. Et surtout, ils dénoncent. C'est la 3e fois qu'on me censure. Ça n'arrête pas. Le mensonge, le KGB, la Gestapo. Voilà ce que c'est que ce gouvernement. Leur point commun, ils lisent des articles sur Internet et au lieu de se poser des questions, ils estiment qu'on leur ment. Les masques vous intoxiquent. Vous savez ce qui se passe avec ce qu'on fait aujourd'hui? Regardez vos gouvernants qui depuis des semaines vous disent que c'est inutile et tout d'un coup ça devient obligatoire, il faut les payer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et leurs soi-disant démonstrations imparables utilisent toujours la même méthode. Ils empilent des éléments comme on remplit son sac de courses, selon la fameuse technique du millefeuille argumentatif. Et le gros problème, c'est qu'ils ne maîtrisent absolument pas le sujet dont ils parlent. La population s'est trouvée dans une situation à ne plus être capable de décider ce qui était bon pour elle. Au premier niveau, message explicite. Deuxième niveau, message implicite, qui est totalement inverse du message explicite. Et une fois que je mets la personne dans la confusion mentale, je peux avoir un projet sur elle. Donc, je peux lui faire faire, je peux lui faire dire ce que je veux contre son gré et à son insu. Je peux lui demander de se confiner. Elle va le faire parce que elle est débranchée. L'ordinateur continue à tourner. Oui, mais est-ce que c'est 1 ou 0? Est-ce que c'est 1 ou 0? Et finalement, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un virus? On a l'impression d'être, les complotistes qu'on voit parler devant leur webcam en nous expliquant que tout ça est un complot, sont des gens qui, de toute évidence, sont persuadés de maîtriser très bien le sujet. Alors qu'en fait, en réalité, ils ne le maîtrisent pas du tout. Et ça, c'est ce que les psychosociologues appellent l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire, on a l'impression d'être ultra compétent et en fait, on l'est pas du tout. Ces internautes sont en fait victimes d'un effet psychologique baptisé Dunning-Kruger. C'est très étudié en psychologie des groupes. Ça dit que moins une personne a de connaissances et plus elle a l'impression d'en avoir. Pour résumer, moins une personne est compétente, plus elle parle avec confiance. Moins elle est experte, plus elle a l'impression de maîtriser un domaine. Je refuse d'être testé parce que je suis informée sur le sujet. Quand en fait on s'initie à un sujet, on a un sentiment de compétence
qui excède beaucoup notre compétence réelle. Moins on a de compétences dans un sujet, plus on a tendance à surévaluer nos compétences. C'est-à-dire, si je suis pas très très bon pianiste, je vais croire que je suis que je suis meilleur que ce que je suis vraiment. Et paradoxalement, si je suis relativement bon, j'ai tendance un peu à sous-estimer. Donc il y a une courbe qui monte beaucoup, mais qui redescend bientôt. C'est-à-dire, au fur et à mesure où vous creusez le sujet, vous commencez à prendre conscience de votre incompétence passée. Vous dites, ah non, je croyais savoir, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ensuite, ça remonte quand on devient un vrai expert au bout d'un moment. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui sont au début de la courbe croient parfois mieux savoir que ceux qui sont plus loin dans l'expertise. Et dans le cas dans lequel on se trouve aujourd'hui, bien c'est tout à fait normal de retrouver certains cas de Dunning-Kruger parce que le sujet, à part si vous êtes vraiment un spécialiste des coronavirus, pas grand monde le maîtrise. C'est un nouveau virus qu'on connaissait pas, mais ce qui est en train de nous impacter tous. Donc on a besoin de se l'approprier. Et quand on va se l'approprier, on va avoir cette illusion de connaissance, de croire que ah ouais j'ai compris le truc, alors que pas du tout. Alors c'est pas de la stupidité évidemment, mais c'est l'impression de savoir. Et comme on le dit souvent, l'impression de savoir est plus nuisible à la connaissance que l'ignorance qui s'assume. C'est le début d'un improbable cercle vicieux. Des gens qui sont persuadés qu'on leur ment, qui cherchent des informations sur Internet et qui ne les comprennent pas. Et comme ils surestiment leurs compétences, ils en parlent quand même. Et ils trouvent une audience auprès de gens qui ne connaissent pas le sujet non plus, mais qui sont impressionnés par l'illusion de connaissance et de savoir que diffusent ces internautes. S'ils allaient plus loin, ils se rendraient compte de leur arrogance intellectuelle, mais ils ne le font pas toujours. Et s'ils le font de toute façon, il sera trop tard. Ils auront déjà diffusé beaucoup de bêtises et d'âneries sur les réseaux sociaux avec cette impression de savoir. Et puis évidemment, cette impression de savoir, elle est applaudie par ceux qui font même pas l'effort d'aller chercher un peu et qui sont admiratifs de ces demi-savants qui s'expriment avec force autorité. Des théories du complot qui exploitent les failles de notre cerveau, des relais zélés qui diffusent n'importe quoi sur Internet. Il manque encore quelque chose. Comme dans toutes les bonnes histoires, il faut un héros et un grand méchant. Le héros des conspis en ce moment, c'est lui. Didier Raoult, infectiologue de Marseille qui propose de traiter la maladie avec l'hydroxychloroquine. Le professeur Didier Raoult. Du professeur Raoult. Professeur Raoult. Depuis 3 mois, il est partout. Il a même eu la visite du président de la République. Et sur les réseaux, quand on parle de lui, c'est tout de suite l'hystérie. Le premier facteur, c'est le mot magique que tu as prononcé, c'est un médecin. 1, il est un médecin. 2, il est reconnu. Il était dans l'INSERM, c'est un chercheur de l'État, le président le visite, etc. 3, il a un discours hyper intuitif. Il dit, oui, la science d'habitude c'est rigoureux, mais maintenant en temps de crise, on peut pas faire de protocole scientifique, il y a des gens qui meurent. Il envoie un message hyper rassurant de j'ai trouvé un traitement, on va pouvoir s'en sortir. Et 4, il peut se permettre d'être anti-système, et en même temps Macron peut le visiter et ça change rien, c'est-à-dire Macron va le visiter, ce qui devrait être voyant rouge pour un complotiste parce que Macron évidemment il fait partie du complot, et là c'est devenu un point positif. Même le président de la République est allé le voir, alors que négatif, si Bill Gates vient voir Macron, ça va pas être une bonne note pour Bill Gates ni pour Macron d'ailleurs. Et ça permet d'avoir un éventail de populations qui suivent le professeur Raoult. Ce qui est déterminant, c'est la force de sa proposition. C'est quelqu'un qui, à un moment de crise sanitaire aiguë, arrive dans le débat public en disant non seulement j'ai la solution, j'ai le traitement qui marche, et donc il arrive avec une bonne nouvelle à laquelle on a envie de croire. On a tous envie de croire qu'il a le traitement qui va nous sauver. Mais ce qui le rend encore plus sulfureux pour les complotistes, c'est que toute une partie du public va avoir l'impression qu'on essaye de le faire taire. Ce personnage, avec sa proposition très forte, a été récupéré par des entrepreneurs politiques qui en ont fait effectivement une sorte de sauveur, le bon professeur Raoult face au reste du monde, face au système qui, eux, travailleraient en réalité pour les labos, pour les profits de Big Pharma, etc. Un héros, c'est bien. Mais un ennemi, c'est encore mieux. Et l'ennemi, c'est lui, Bill Gates. Bill Gates, d'abord, il est très connu mondialement, puisque c'est le fondateur de Microsoft, parce que il est milliardaire, parce qu'il est très puissant. Il a mis une partie très importante de sa fortune personnelle, je crois l'essentiel, dans sa fondation. Et il est à la pointe, notamment, de programmes de vaccination contre Ebola, notamment. Un milliardaire qui finance des vaccins en Afrique, cette information justifierait pour les conspis à elle seule de repeindre le fondateur de Microsoft en monstre absolu. Un autre élément à jouer.
une conférence TED donnée en 2015. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Bill Gates, pour cette raison-là précisément, est devenu une figure de détestation, une figure cristallisant sur elle, tout un tas de fantasmes complotistes. Et donc, on l'accuse dès le mois de janvier 2020 d'être derrière ce coronavirus. Ce genre de récit, c'est-à-dire ils vont fouiller, vous savez, des banques de données et ils vont trouver par hasard des annonces qui ne veulent même pas des prédictions, c'est juste des avertissements qui correspondent au réel. Songez quand même, pour relativiser les choses, il y a Bill Gates, mais il y a aussi les Simpsons. Par exemple, on a fouillé je ne sais combien d'épisodes des Simpsons pour dire qu'ils avaient annoncé l'élection de ceci, de cela, etc. Évidemment, quand vous avez des millions et des millions d'images sur un dessin animé qui dure sur plus de 20 saisons, vous trouverez toujours de curieuses coïncidences. Bill Gates explore dans cette conférence certains des dangers qui pourraient nous frapper. Mais mon Dieu, le danger d'une pandémie, c'est quand même un danger très banal à analyser. Il suffit de regarder le nombre de films qui ont été réalisés là-dessus. La seule chose que Bill Gates a en plus, c'est qu'il a beaucoup d'argent, il a une fondation, et donc il a un certain pouvoir. Eh ben, vous avez là encore une bonne formule pour vous croire plus intelligent en pensant que certains savaient, et donc peut-être qu'ils ont organisé. On a donc tous les ingrédients de la recette, de la méthode et des raisons qui font qu'on y croit aussi fort. Reste une chose. Pourquoi ça circule si vite et avec une telle ampleur? Eh bien, c'est lié à la manière qu'on a de s'informer. C'est terrible de sans cesse le constater, mais Internet, c'est vraiment le paradis des conspis. Le web leur permet de trouver leurs informations, de communiquer, de travailler, bref, de se mettre en réseau. Vous voulez un exemple de ce que ça peut donner? Regardez. Depuis quelques semaines, sous le hashtag Film Your Hospital, les conspis du monde entier se relaient pour filmer des couloirs d'hôpitaux vides et essayer d'expliquer que le Covid-19 n'existe pas. Aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Allemagne et en France. Et Internet a permis de diffuser à grande échelle ces images, et qu'elles soient vues des millions de fois. En un laps de temps record, ces vidéos ont connu une audience colossale, et surtout, elles ont nourri les fantasmes complotistes de milliers de personnes. Alors oui, les grandes plateformes sociales ont fait des efforts. Il était temps qu'il y ait de leur part une réaction. En haut de la page, un onglet spécial dédié aux informations sérieuses sur le Covid-19. Mais on va quand même pas sauter au plafond. Vous avez hurlé de joie, vous, quand les cigarettiers ont mis des filtres sur les clopes? D'ailleurs, même si certaines vidéos sont signalées par les plateformes, elles restent accessibles. Et pire, elles sont même suggérées. Et ouais, c'est toujours un peu la même musique. Pour une raison simple, ce sont celles qui sont le plus mises en avant. Parce qu'elles génèrent le plus d'engagement et leur font gagner beaucoup d'argent. Voilà quelques clés pour comprendre ce qui nous arrive en ce moment. Et pour comprendre pourquoi le Covid-19 est devenu la machine à fantasmes et à théories du complot. Alors oui, notre cerveau nous joue des tours. Mais vous disposez désormais d'un tout petit peu plus d'éléments pour essayer d'y résister. L'arme fatale, pour éviter de tomber dans les théories du complot, c'est d'accepter qu'on ne sait pas tout. D'accepter cette part d'incertitude qui nous pousse à la nuance et à la réflexion.